À l'écoute de La Voix de Sion, l'émission de l'OSM. Maître Nelly Naouri Kupfer, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes sur la radio juive de Marseille-Provence, dans l'émission La Voix de Sion, qui est coproduite par la Fédération sioniste et l'Organisation sioniste mondiale. Donc, un bref rappel, vous êtes présidente de Israel is Forever, une organisation israélienne qui défend l'État d'Israël et la voix sioniste en France et en Israël, bien sûr. Vous intervenez régulièrement sur la chaîne de télévision I24 News, qui est regardée par beaucoup de Français d'ailleurs, moi-même, et vous êtes avocate, et donc vous nous faites aujourd'hui le plaisir d'être avec nous et de venir nous parler à la radio. Nelly, comment ça va? Baruch Hashem, et le plaisir est tout à fait partagé. Très bien. Donc, Nelly, aujourd'hui, on va parler sur deux sujets. Le premier, c'est la situation actuelle en Israël, donc Gaza, les otages, la Syrie, les critiques internationales, Trump et les USA, et puis les nouvelles orientations de Trump. Mais juste un feeling de ta part sur cette situation qui bouge aujourd'hui en permanence. J'ai presque envie de te dire, il bouge. Ces événements bougent d'heure en heure. Donne-nous ton feeling sur la situation. C'est vrai que nous ne sommes pas dans une période des plus calmes, et c'est vrai que au Moyen-Orient, les choses d'une manière générale se développent de manière très rapide et peuvent aussi se développer d'une manière complètement inattendue. Et on sait que les yeux de l'Éternel ne lâchent pas Eretz Israël, et nous savons que nous avons une protection divine, et je suis persuadée que tous les développements récents vont finalement aider à la souveraineté d'Israël. Vous savez ce qui se passe en ce moment à Gaza, et la rencontre d'ailleurs de Giuliani aujourd'hui avec Donald Trump est en train de prouver l'idéologie du mur de fer de Zev Jabotinsky. Jabotinsky voyait que finalement il affirmait que les Arabes ne reconnaîtront jamais volontairement le droit des Juifs à un État souverain en Eretz Israël tant qu'ils auront l'espoir de le détruire. Et donc il en concluait que la seule voie vers la paix passait par la construction d'un mur de fer, une force militaire et politique si solide qu'aucun ennemi ne puisse espérer la briser. Eh bien, la rencontre aujourd'hui qu'il y a eu entre Giuliani et Donald Trump montre véritablement que les ennemis historiques d'Israël d'hier cherchent à se repositionner dans un monde où ils voient finalement que la puissance israélienne est incontestable. Et les alliances régionales sont en recomposition justement de par la démonstration de cette puissance israélienne. Vous savez que c'est vrai que nous avons mobilisé aujourd'hui, à l'heure actuelle, il y a environ 60 000 soldats réservistes qui sont mobilisés pour la grande manœuvre qui a d'ailleurs déjà un nom, les chars de Gidon, qui doit se dérouler à Gaza dans les jours qui viennent si Trump n'arrive pas à obtenir un accord du Hamas de libérer les otages. Et évidemment, je pense que même si c'était dans leur intérêt, leur haine d'Israël est tellement puissante que finalement ils vont de nouveau refuser et que nous allons aller vers cette grande manœuvre pour avoir notre victoire. Nous devons vaincre. Il est vrai qu'en Israël, cela fait depuis les accords d'Oslo, donc depuis le début des années 90, que nous avons oublié ce que veut dire le terme victoire. Nous sommes habitués depuis déjà toutes ces années à faire des compromis, des compromissions qui ne nous a amené qu'une seule chose, c'est le terrorisme en puissance. Et cela a alimenté l'espoir des Arabes d'Eretz Israël de construire un État palestinien, un État arabe palestinien, un État terroriste de nouveau, supplémentaire dans les frontières de l'État d'Israël qui nous reste, de l'Israël qu'on aurait dû avoir d'après même le droit international, et je ne parle même pas du droit divin et du droit historique. Mais donc dans le petit Israël qui nous reste encore,
qui est grand par sa noblesse et sa fierté, mais qui est encore petit géographiquement, nous avions des ennemis qui voulaient encore nous prendre du terrain et construire une base terroriste à l'intérieur de notre pays. Eh bien, ces compromissions n'ont fait qu'alimenter cet espoir et du coup ont amené le terrorisme. Et aujourd'hui, ce que nous faisons à Gaza, et à mon sens, pour l'instant, ça n'était pas encore assez puissant et j'espère que ça va se développer dans les jours qui viennent. Mais ce que nous avons fait à Gaza, les frappes que nous avons faites en Syrie et la libération de la couronne, ce qu'on appelle la couronne du Hermon dans le Golan, les frappes que nous avons fait au Liban et ce que nous avons obtenu comme bande de sécurité, le fait que nous sommes arrivés jusqu'au Litanie, toutes les frappes aussi que nous avons faites, tout le nettoyage que nous avons fait en Judée-Samarie, cela montre, et bien entendu les frappes que nous avons faites en Iran, tout cela montre une chose, c'est la puissance d'Israël. Et les ennemis doivent comprendre, nos ennemis doivent comprendre aujourd'hui que nous avons changé de disque. Les compromis ne sont plus à l'ordre du jour. Aujourd'hui, ce qui est à l'ordre du jour, c'est la victoire. Et cela nous donne véritablement un espoir de réelle paix. Parce que la réelle paix, comme Jabotinsky l'avait prédit, c'est lorsque nous avons ce mur de fer, cette constance, cette détermination dans nos droits et dans notre force. Très bien. Juste encore une petite question dans ce même ordre-là. Il y a des critiques à l'international, je crois qu'on j'en parle même pas tellement. Pour certains, ils sont ridicules et stupides. Mais aujourd'hui, on entend dans nos propres, certains de nos communautés, leaders, qui disent que ils sont, j'ai entendu ça, je suis resté scotché. Ils disent, je suis sioniste et je défends la création d'un État palestinien. J'ai entendu ça par des leaders du Parti socialiste. Est-ce que ce type comment on dit, de critique qui est fait, est-ce que vous l'entendez en Israël ou pas? Bon, je vous répondrai ce qu'a répondu le ministre de la Défense Israël Katz à Macron lorsqu'il a dit que ce que faisait Netanyahou, Israël de manière générale, était une honte et que ce qui se passait à Gaza était véritablement une catastrophe humanitaire, etc. Il a répondu que nous nous souvenons très bien de ce qui est arrivé aux Juifs en France lorsqu'ils ne pouvaient pas se défendre et que le président Macron ne vienne pas nous faire la leçon de morale. Exactement. Ça, elle agit avec un niveau de moralité inégalé dans des circonstances difficiles et complexes, certainement bien plus que tout ce que la France a fait lors de ces guerres passées. Alors vous savez, les critiques de la France, on n'en a que faire. Le mégalomane Macron qui essaye de se faire une place à l'international au lieu de s'occuper de ce qui se passe dans son propre pays va comprendre très bientôt que toutes ces gesticulations ne sont pas du tout prises en compte et qu'il ferait mieux de s'occuper de l'avenir de son pays, parce que ce qui nous arrive ici en Israël et toutes ces condamnations, je suis vraiment curieuse de voir comment est-ce que lui va réagir lorsque le terrorisme va frapper la France, ce qui ne va pas tarder, ce qui est déjà passé il n'y a pas longtemps et qui arrive de temps en temps, mais à une beaucoup plus grande échelle, vu même les rapports dont Retailleau a parlé sur les frères, oui. L'infiltration des frères musulmans en France. Je vais vous dire, l'avenir n'est pas rose en France. Exactement. Donc Macron ferait bien de prendre de la graine et d'apprendre d'Israël au lieu de nous donner des leçons de morale. Exactement. Juste toujours dans cette question-là, une autre problématique aujourd'hui qu'on entend concernant Trump. Et j'entends, moi, je lis même dans des revues ou des discussions de nos communautés concernant Trump. Une critique concernant Trump, et ils disent, est-ce que Trump, aujourd'hui, est-il toujours l'ami d'Israël? Quel est votre point de vue à destination de la communauté française? Oui, Trump est le président des États-Unis. Il n'est pas le premier ministre de l'État d'Israël. Notre destin est entre nos mains. Il est vrai que nous pouvons avoir
des intérêts à un moment donné qui divergent. Nous avons une vision, je pense, commune très large, même concernant l'Iran, et même si Trump tente d'obtenir un accord, il a quand même mis comme ligne rouge le fait que l'Iran ne soit pas armé au niveau nucléaire. De toute façon, je vous rappelle que l'Iran appelle Israël le petit Satan et les États-Unis le grand Satan. Et qu'aux États-Unis même, d'après les services de renseignement, l'Iran est la première menace terroriste. Donc, il s'agit là d'un intérêt commun. Donc, je ne pense pas que Trump irait à signer un contrat qui serait contraire à ses propres intérêts et qui, là, convergerait pour le coup avec les intérêts d'Israël. Mais même s'il le faisait, je pense que nous devons, nous, décider de notre sort. Il s'agit là d'une question de vie ou de mort, et entre alliés, même entre alliés, on peut avoir des désaccords, et lorsqu'il s'agit d'une question de vie ou de mort, eh bien, un des alliés peut prendre des décisions qui ne sont pas forcément du même avis que l'autre allié. Donc, exactement. Ça n'est pas grave, je pense que nous serons obligés, et ça n'est pas un sentiment personnel, c'est un sentiment qui est partagé par tout le pays. Nous allons être obligés de taper l'Iran et de détruire leurs installations nucléaires si nous voulons rester debout. Donc ça, c'est une vérité qui est toute simple et n'importe quelle personne peut arriver à cette conclusion très logiquement lorsque on veut bien écouter les ennemis. Et ça, c'est aussi un problème juif, c'est qu'on ne veut pas écouter nos ennemis. Mais lorsqu'on écoute véritablement nos ennemis, on comprend quelles sont leurs intentions, et ça n'est pas des intentions en l'air. Exactement. Donc après que Trump aille au Qatar, aille en Arabie Saoudite, signe des contrats d'armement, etc., c'est très possible que parfois nos intérêts divergent. Lui pense à l'Amérique, et c'est son rôle. Il n'est pas de son rôle de penser à Israël. Ça, c'est le rôle de Benyamin Netanyahou et de notre gouvernement élu. Exactement. Nous devons apprendre à être indépendants et autonomes. Souverains, et pas dépendants des États-Unis. Nous ne sommes pas un autre État des États-Unis. Exactement. Et là, moi, je rajouterais juste que aujourd'hui, Israël n'a jamais eu un président aussi proche d'Israël, même si il pense bien sûr, hein, il a sa stratégie MAGA, hein, que ça veut dire qu'il s'intéresse en priorité aux intérêts des États américains, ce qui est normal, hein, comme tu l'as dit. Il n'est pas président de l'État d'Israël, mais des États-Unis. Il peut y avoir des divergences, mais moi je verrais même autre chose de positif dans cette situation, c'est que plus il se rapproche des États arabes ennemis d'Israël, et plus il sera amené à les influencer, comme par exemple il veut aller en Syrie, il est en train de faire la visite du Moyen-Orient, etc. Donc je dirais que plus il est ami avec eux, et plus on aura quelqu'un qui défendra l'État d'Israël au point de vue. Voilà, Nelly, donc je voudrais passer sur la deuxième question qui est importante, et ça concerne donc le vote au Congrès sioniste mondial des communautés juives en diaspora. Comme vous le savez, les Juifs de France, comme les autres pays, voteront bientôt pour élire leurs représentants au Congrès sioniste mondial, qui est le Parlement du peuple juif créé par Théodore Herzl Abal en 1897. Ce vote, à ma souvenance, a lieu tous les 6 ans, je crois. Entre 4 et 5 ans. Entre 4 et 5 ans, voilà. En votant, les Juifs de France, à notre avis, ils contribuent activement à dessiner l'avenir du sionisme et à consolider le lien vital entre Israël et les communautés juives de par le monde. Donc, maintenant, Nelly Kupfer, vous êtes en Israël, vous êtes membre du Congrès sioniste, même à l'exécutif, je crois. Et à la présidence. À la présidence, voilà. Expliquez-nous ce qu'est le Congrès mondial en quelques mots et les enjeux cette année pour nos communautés et l'intérêt de se mobiliser pour ce vote, en France surtout. Eh bien, le Congrès sioniste mondial, c'est en réalité le Parlement du peuple juif. Et il se réunit effectivement tous les 4-5 ans pour définir l'avenir du sionisme. Il supervise les grandes institutions nationales, c'est-à-dire l'OSM, l'Organisation sioniste mondiale, et le KKL,
Et c'est là que se prennent les grandes décisions politiques, éducatives et financières du sionisme mondial. Il y a des budgets qui sont très importants, qui sont distribués entre les différents départements. Il y a par exemple le département de la lutte contre l'antisémitisme, le département de l'Aliyah, le département des activités, diaspora, des activités sionistes en diaspora, et au dernier congrès sioniste mondial, mon père a également, Jacques Hupfer, Zichrono Livracha, a également créé le département des francophones pour la France, absolument. Des francophones, des activités sionistes, que ce soit d'ailleurs en France ou en Israël pour les francophones. Donc ça a été véritablement une victoire très importante. Donc en réalité, ce sont les Juifs de diaspora qui élisent leurs représentants. Et il y a des élections normalement dans tous les pays où il peut y avoir aussi des accords qui sont passés. Mais voilà, par exemple aux États-Unis, les élections viennent de se terminer et il va y avoir donc les résultats qui vont être bientôt publiés. Et plus une liste reçoit de votes, donc ça marche par liste, en général par parti politique, qui sont représentés à la Knesset et qui se présentent aussi face aux Juifs de diaspora. Donc plus une liste reçoit de votes, plus elle a d'élus et plus elle pèse dans les décisions. Donc au Congrès sioniste mondial sont apporter un certain nombre de résolutions qui peuvent être, par exemple, des résolutions que nous avons prises par le passé, c'était de renforcer la aliyah des Juifs de pays dans lesquels les Juifs étaient en danger. Ça peut être des décisions qui peuvent promouvoir la souveraineté et le renforcement de la Judée-Samarie. Cela peut être aussi des déclarations importantes comme un soutien total à l'armée et au gouvernement dans la guerre, par exemple, pour le prochain congrès. Ça va être des décisions concernant la lutte contre l'antisémitisme dans la diaspora. Et bien entendu, donc le soutien à l'ALIA qui est aussi très importante. Et donc, il est très important pour les Juifs du monde entier qui ont leur mot à dire, parce que cela les concerne. Cela concerne non seulement Israël, mais les Juifs du monde entier, parce que cela va concerner aussi, par exemple, des programmes éducatifs dans les écoles juives en France, ou des activités aussi extra-scolaires qui vont permettre de renforcer l'identité juive. Donc, cela véritablement concerne tous les Juifs du monde entier. En diaspora, oui, tout à fait, du monde entier. En diaspora, et il est très important, donc, de voter. Vous ne pouvez pas voter pour ceux qui sont encore en exil, vous ne pouvez pas encore voter pour le gouvernement israélien, mais vous pouvez voter pour le congrès sioniste, et cela a des répercussions, que ce soit en Israël ou en diaspora. Donc, je vous invite, bien entendu, à participer à ce vote. Vous savez, de la même manière que dans le gouvernement, enfin dans la coalition, pas dans la coalition, dans la Knesset, nous avons des partis politiques qui essayent d'amener Israël à des compromis territoriaux, ceux qui ont mené les maudits accords d'Oslo, cette gauche idéologique qui a érigé la reddition en stratégie et qui est ultra minoritaire dans le pays, eh bien, elle tente, cette même gauche, de reprendre le contrôle des institutions sionistes pour imposer à nouveau sa vision en pleine guerre, affaiblissant l'unité nationale. Et donc, il est très important pour, je suis sûre, les Juifs qui nous écoutent, de voter Likoud. Le Likoud va présenter, bien entendu, présente sa candidature, a toujours été le parti qui a eu une vaste majorité chez les Juifs de France, et ça, c'est normal, vu que les Juifs de France représentent une communauté qui est sioniste dans l'âme, qui est traditionnelle, qui aime ses traditions, qui est fidèle aux valeurs de la Torah, qui est fidèle aux valeurs de la terre d'Israël, qui est attaché à la terre d'Israël, qui a un amour profond de la terre, qui ne veut pas faire de compromission sur cette terre, qui comprend les enjeux, qui veut soutenir le gouvernement durant cette guerre
de rédemption, qui veut soutenir ces soldats. Et donc, il est très important de s'inscrire, d'adhérer en réalité pour pouvoir voter à ce congrès. Il va falloir vous inscrire à l'organisation sioniste mondiale. Donc vous inscrire et il faudra donner également une photocopie de votre carte d'identité, souscrire à ce qu'on appelle le programme de Jérusalem, qui est un programme en quelques points qui reprend ce qu'est véritablement la nature du sionisme, et donc adhérer au mouvement sioniste mondial. Et lorsque vous adhérez pour un euro symbolique, eh bien, quelques euros symboliques, eh bien, du coup, vous faites partie du mouvement sioniste mondial. Et à ce moment-là, vous aurez le droit, en juin, il y aura une semaine de vote, et il sera très important de voter et d'affirmer votre position, de renforcer l'État d'Israël, de renforcer son gouvernement, de renforcer son armée. Et donc, j'inviterai véritablement toute la communauté juive de France à adhérer au congrès sioniste, au mouvement sioniste mondial, et de voter en juin pour la liste du Likoud. Voilà. Et donc, ce que je voulais vous dire, donc d'ailleurs, la liste du Likoud, c'est celle également du président actuel de l'organisation sioniste mondiale et aussi de la présidente mondiale du KKL, qui sont fidèles à l'esprit de Zeev Jabotinsky et de Begin. Tout à fait. Tout à fait. Voilà. Et donc le rappel, donc vraiment on demande instamment aux communautés juives de France de voter aujourd'hui. Ne laissez pas votre voix à d'autres pour vous représenter. Amenons en France le maximum d'élus au Congrès sioniste mondial pour qu'ils défendent notre tradition, notre culture, à un Israël libéral, fidèle à nos prophètes, et surtout, c'est de venir voter. Donc, je crois que la clôture des listes électorales en France se termine, la fin de l'inscription, c'est le 31 mai 2025, d'après ce que j'ai entendu. Et les votes électroniques, si vote électronique il y a, c'est le 8 et le 9 juin. Donc vraiment, c'est un message qu'on lance à nos communautés pour voter, mais venir voter massivement, comme les autres pays le font. Les États-Unis, l'Angleterre, l'Espagne se sont mobilisés d'une façon massive, et on demande aux Juifs de France de se mobiliser et de nous contacter, bien sûr, pour les inscriptions. Voilà, je crois qu'on a fini notre discussion trop courte, toujours trop courte, Matnili Kupfer. Toujours trop courte, mais on aura l'occasion d'en parler avant la fin de ces élections. Voilà. Tout à fait. Alors, vous pouvez retrouver, vous aurez un site va être très bientôt en ligne qui s'appelle, vous pouvez taper www.likoudfrance, LIKOUDFRANCE.org, et vous aurez là-bas le formulaire à remplir et à signer, la possibilité de télécharger votre pièce d'identité, de payer le shekel symbolique, et ensuite cela vous permettra en juin de pouvoir voter. Donc je vous attends tous sur ce site pour que vous puissiez exercer votre droit de vote au Parlement du peuple juif. Donc c'est bien www.likoud LIKOUD.gouv. Non, pas point. France. Likoud France. En un seul mot. En un seul mot. En un seul mot.org. D'accord. Ok, Maître Nelly, donc à très bientôt. Et puis bon courage en Israël. On soutient. Au revoir. Très bien. Au revoir. Au revoir. יום אחד זה יקרה, בלי שנרגיש משהו ישתנה, משהו ירגע בנו, משהו ייגע בנו, ולא יהיה ממה לחשוש. וזה יבוא, כמו קו חרוט על כף יד, זה יבוא,
בטוח בעצמו, כאילו היה שם תמיד וחיכה שנבחין בו, וזה יבוא, אתה תראה, הידיים הקפוצות יתאחו, והלב השומר לא להיפגע, יפעם בקצב רגיל, זה יבוא כמו שהטבע רגיל, להיות שלם עם עצמו. יום אחד זה יקרה, בלי שנרגיש משהו ישתנה, משהו ייגע בנו, משהו יירגע בנו, ולא יהיה ממה לחשוש, וזה יבוא כמו קו חרוט על כף יד, זה יבוא בטוח בעצמו, כאילו היה שם תמיד וחיכה שנבחין בו, וזה יבוא, אתה תראה, הידיים הקפוצות יתאחו, והלב השומר לא להיפגע, יפעם בקצב רגיל, זה יבוא כמו שהטבע רגיל, אתה תראה, הידיים הקפוצות יתאחו, והלב השומר לא להיפגע, יפעם בקצב רגיל, זה יבוא כמו שהטבע רגיל, להיות שלם עם עצמו. זה יבוא, אתה תראה, הידיים הקפוצות יתאחו, והלב השומר לא להיפגע, יפעם בקצב רגיל, זה יבוא כמו שהטבע רגיל, אתה תראה, הידיים הקפוצות יתאחו, והלב השומר לא להיפגע, יפעם בקצב רגיל, זה יבוא כמו שהטבע רגיל, להיות שלם עם עצמו. וזה יבוא, אתה הרי יודע, לא הכל יטלטל אותנו, לא הכל יקה, ומה שיפתח לנו מחכה. אני חוזר הביתה. Retrouvez la deuxième partie de À l'écoute de la Voix de Sion, l'émission de l'OSM. Moshe Assi, on est en direct à l'écoute de la Voix de Sion sur la radio juive de Marseille, et nous sommes maintenant dans l'émission sur l'ALIA, l'intégration et tout ce qui est un rapport entre les deux. Alors, je sais, Arnaud, que vous êtes, vous avez une société de conseil en immobilier, en prêt immobilier surtout, et vous connaissez très bien le système bancaire en Israël. Alors, avec votre permission, notre public est très intéressé, bien sûr, par l'ALIA, mais l'ALIA, elle s'arrête, si vous voulez, à l'aéroport, et ensuite commence l'intégration sur l'éducation, sur le travail, sur la maison, et aussi sur les prêts immobiliers et les banques. Alors j'aimerais, bien entendu, vous entendre un petit peu, nous expliquer un peu comment le système bancaire fonctionne en Israël, et après on passera au prêt immobilier pour l'achat d'une habitation. Vakasha. Alors, merci Moshe, et bonjour à tous les auditeurs. Il est important, je suis amené assez régulièrement à faire des conférences en France ou en Israël, et en préambule, j'explique toujours que la première erreur, l'erreur qui est assez récurrente des gens qui souhaitent investir en Israël ou se tourner vers le système bancaire, tentent un petit peu de copier le système français au système israélien. Et là, c'est la première erreur, pour la simple bonne raison, c'est que le système israélien est un système anglo-saxon. Et il y a beaucoup de différences, certes de similitudes au premier abord, mais lorsque effectivement on rentre un peu plus dans la réalisation du projet, on s'aperçoit qu'effectivement les choses sont complètement différentes.
Aussi bien sur le plan également des comptes bancaires, il y a beaucoup d'inepties, beaucoup de rumeurs qu'on répand à droite et à gauche, les résidents étrangers. Est-ce qu'ils ont le droit à un compte bancaire en Israël? Est-ce qu'ils n'ont pas le droit à un compte bancaire en Israël? Donc, je vais un petit peu mettre de l'ordre dans tout cela. Tout résident étranger, c'est-à-dire que toute personne à résident étranger, il faut expliquer également la définition, c'est toute personne qui n'a pas la nationalité israélienne. Donc, qui n'est pas détenteur ce qu'on appelle dans le hébreu théodat zéhut, la carte d'identité israélienne. C'est-à-dire qu'un Israélien peut vivre à l'étranger, ne sera pas considéré comme résident étranger. Voilà, c'est toute la différence. Donc lorsqu'on parle d'un résident étranger, c'est toute personne qui n'a pas de nationalité. Par conséquent, effectivement, il y a la possibilité d'ouvrir un compte bancaire en Israël. La seule chose, c'est que vous devez ou vous présenter directement, physiquement en Israël, ou simplement par le biais d'une procuration. Maintenant, il est important d'expliquer, très peu de banques sont enclines à accepter les procurations pour la simple et bonne raison, c'est qu'il y a une loi en Israël qui est très prise au sérieux, c'est la loi contre le blanchiment d'argent. Et par conséquent, les banques veulent s'assurer que la personne qui ouvre le compte, d'abord, elle existe physiquement, et deuxièmement, il ne s'agit pas également d'une personne qui prête nom. Voilà. Ça, c'est au niveau du compte bancaire. Donc, les comptes bancaires, vous avez différents comptes bancaires. Vous avez des comptes bancaires à multidevises. Vous n'avez pas besoin d'ouvrir, contrairement à certaines banques à l'étranger, un compte en devise locale et un compte en devise étrangère. En Israël, vous avez beaucoup de banques qui fonctionnent avec ce qu'on appelle des multidevises. C'est-à-dire qu'un compte peut réceptionner aussi bien des devises étrangères que des shekels. D'autres questions, chef, ou je développe un peu plus? Non, c'est intéressant, bien sûr, il faut développer. Après, moi, j'aurais 2-3 questions, mais on voudrait comprendre un peu comment tout ça fonctionne pour quelqu'un qui vient avec un esprit occidental cartésien. Alors, l'esprit occidental cartésien, je recommande toujours de le laisser en Europe et de venir justement en Israël en ayant pour conscience qu'effectivement, le système est différent et autant vous faire conseiller par des gens qui sont locaux. Et pas uniquement par des gens locaux, mais par des gens qui comprennent également le mécanisme. Et on va dire, vous ne rentrez pas dans les méandres du système, tout simplement. Dès l'instant, on a tendance, certains de mes clients ont toujours tendance à dire c'est compliqué, Israël c'est compliqué. Israël n'est pas compliqué. Israël est complexe. C'est une grande différence. C'est-à-dire que dès l'instant où vous maîtrisez effectivement les tenants des aboutissants, vous savez comment le système fonctionne, vous saurez bien entendu vous diriger à travers donc le système bancaire et tous les intermédiaires, et vous serez plus à même également de réaliser votre projet, surtout sans laisser des plumes derrière et sans avoir toujours le sentiment de se faire avoir. Donc effectivement, ce que je recommande de manière générale, c'est toujours vous faire accompagner de gens qui connaissent. Maintenant, quelle est la différence entre les banques? C'est une question qui m'est régulièrement posée par mes clients résidents étrangers. Il n'y a pas de différence, quasiment pas de différence avec les banques. Vous avez effectivement certaines banques qui sont plus enclines à travailler avec des résidents étrangers et d'autres qui ne souhaitent pas travailler avec des résidents étrangers pour les raisons que j'ai évoquées auparavant. Donc ce qui se passe simplement, c'est que vous devez faire les démarches, prendre rendez-vous d'abord auprès d'un banquier. Vous ne pouvez pas rentrer dans une banque en Israël et dire je vais ouvrir un compte. Et il est fort à penser que le banquier ne vous acceptera pas et vous repoussera pour la simple raison, c'est qu'il veut lui fixer un rendez-vous, il veut que les choses soient planifiées. Il ne veut pas être pris au dépourvu. Et vous devrez venir avec des documents. En général, vous sera demandé un avis d'imposition et un compte bancaire. Maintenant, il est important de préciser également, dès l'instant où vous allez venir avec un avis d'imposition, vous avez ce qu'on appelle le TIN number. Un TIN number est le numéro d'identification fiscale. C'est-à-dire que lorsque vous allez ouvrir un compte, l'État d'Israël faisant partie de l'OCDE, Israël échange des informations de manière automatique avec tous les pays de l'OCDE. C'est-à-dire que vous n'avez même quasiment pas, vous devrez faire une déclaration officielle, mais il est fort à penser que les administrations fiscales sont informées bien avant. La Banque centrale en Israël va partager toutes ces informations avec votre résidence, avec l'administration fiscale de votre pays de résidence fiscale. C'est-à-dire que si vous habitez en France, si vous êtes résident fiscal en France, l'État d'Israël communiquera les informations auprès de l'administration fiscale française. Et cela de manière automatique. Ok, alors, non, mais moi, je voudrais que, c'est très intéressant pour les touristes, entre guillemets, mais j'aimerais qu'on puisse passer surtout pour les gens qui font leur alia, qui arrivent en Israël avec une théodatolé, donc des nouvelles émigrants, une nouvelle carte d'identité. Eux, comment ça se passe pour eux, qu'ils arrivent, ils s'intègrent en Israël? Alors, pour les gens qui vont faire leur alia, il est important de préciser qu'également, selon en tout cas les dernières lois en Israël, lorsque vous faites votre alia et lorsque vous percevez des revenus qui sont post-alia,
Donc, avant votre alia, vous percevez des revenus. Ces revenus-là, une fois que vous aurez fait votre alia et fiscal également, c'est-à-dire que vous résidez en Israël et vous êtes résident fiscal israélien, vous aurez la possibilité effectivement d'avoir ce qu'on appelle une exemption de fiscalité sur tous les revenus provenant de l'étranger. Je précise bien, sur tous les revenus provenant de l'étranger. Pendant combien de temps? Toutefois, pendant 10 ans. 10 ans, ok. Cette exemption, elle est valable pendant 10 ans. Mais attends, si vous avez des placements à l'étranger, pardon? Non, mais alors une question. Qu'est-ce que tu entends par revenu? Est-ce que c'est un salaire? Est-ce que c'est un appartement que je loue? Est-ce que c'est quelque chose commercial, société? Il n'y a pas de différence? Alors, les revenus locatifs, de manière générale, sont toujours imposables sur le territoire où se trouve le bien. Maintenant, on parle plus exactement de bonus et de dividendes. C'est une question qui est assez récurrente. Au niveau des dividendes et des bonus, lorsqu'effectivement vous êtes assujetti, vous percevez des dividendes de votre activité en France, il faudrait que cette activité ait été créée avant votre alia, bien évidemment. Donc tous ces revenus seront exemptés de fiscalité en Israël. Il est fort à penser qu'au lieu de payer la flat tax à hauteur de 30%, vous ne serez uniquement assujetti à une flat tax à hauteur de 12,8% de France. Ok. Et concernant maintenant un prêt immobilier pour acheter un bien, c'est un peu le but de chaque famille immigrante qui arrive, qui veut s'installer, surtout qu'en Israël, les loyers en Israël, c'est un marché un peu, j'ai envie de dire sauvage, chacun fait ce qu'il veut. Donc, dans la mentalité israélienne, le but, c'est de devenir propriétaire d'un bien, de façon à être tranquille, au moins avoir un toit tranquillement sur sa tête. Alors avant peut-être d'expliquer au niveau du financement, c'est important peut-être un petit peu d'expliquer la situation de l'immobilier en Israël. Malheureusement, depuis quasiment un an et demi, on traverse une période qui est assez mouvementée. Et c'est un euphémisme, donc depuis le 7 octobre en Israël, et effectivement, sur le plan économique, il y a eu des conséquences. Maintenant, il est important de préciser également que les pays de l'OCDE ont fait un rapport récemment sur la situation économique d'Israël et surtout sur la résilience économique d'Israël. Ils ont été assez étonnés de voir à quel point l'économie résiste à tous ces tumultes, à tous ces mouvements sociaux, militaires et autres, et présente effectivement des chiffres qui sont plutôt satisfaisants au vu, bien entendu, de la situation militaire qui est autour, qu'on traverse depuis un an. Pour citer simplement quelques chiffres, on parle effectivement de 2024 où Israël faisait front à près de 5 voire 6 entités terroristes, militaires et autres. L'immobilier a augmenté de 7,7% en Israël en 2024. Simplement pour illustrer un petit peu la situation en Israël, comme quoi, heureusement et malheureusement, heureusement que l'économie n'a pas été si affectée ça, et malheureusement, c'est qu'au vu simplement des différents conflits, Israël a développé cette résilience, et Israël est un peu habitué à toutes ces périodes de crise qu'on traverse, et elle sait encaisser ça économiquement. Donc 7,7% d'augmentation d'immobilier, l'immobilier ne freine pas. Je sais que nombreux sont les gens qui souhaitent voir une certaine baisse de l'immobilier pour pouvoir réaliser peut-être des acquisitions en Israël. Tous ceux qui sont en stand-by et qui attendent cette baisse, jusqu'à présent, ils n'ont toujours pas fait d'acquisition et malheureusement l'immobilier a augmenté de plusieurs dizaines de pourcents. Okay. Alors, au niveau du financement, il est important de préciser, le financement se réalise à l'inverse de ce qui se passe en France. D'abord, pour expliquer une situation qui est très importante, contrairement en France, en Israël, vous n'avez pas de ce qu'on appelle de clause suspensive. C'est-à-dire que dès l'instant où un acquéreur va signer un contrat d'acquisition, va s'engager sur un contrat d'acquisition, ce contrat d'acquisition n'est pas tributaire d'un accord ou d'un non-accord d'une banque où vous êtes amené à recevoir dans le cadre de cette acquisition. Dès l'instant où vous signez un contrat d'acquisition, vous êtes engagé contractuellement. Que vous ayez un accord bancaire ou pas, pour d'autres, bien entendu, d'autres raisons, ça ne rentre pas dans la façon de valider ce contrat d'acquisition. Alors, ce qu'on a pour habitude de recommander à nos clients, bien évidemment, au lieu de s'engager contractuellement sur un bien et ensuite surtout, il est fort probable qu'une banque peut être amenée à refuser le financement en raison d'un manque de solvabilité ou de deux, comme quoi peut-être les exigences en termes de garantie n'ont pas été mises à disposition auprès de la banque sur le bien en question. Donc, ce qu'on fait simplement, c'est qu'on inverse le système. On va déposer un dossier de financement auprès des différentes banques.
on a pour habitude d'expliquer, par exemple, effectivement, chaque personne qui souhaite faire l'acquisition d'un bien en Israël, c'est déjà prédéfini un budget. Donc on va fonctionner sur un budget global, sur une ville globale. On va dire par exemple, mon client souhaite faire l'acquisition d'un bien d'un montant de 5 millions de shekels à la ville ou à Bat-Yam. C'est le centre. Une fois que le client aura trouvé le bien et souhaitera effectivement avancer sur l'acquisition du bien, donc une fois qu'on aura obtenu l'accord de principe, on va réaliser ce qu'on appelle une expertise. Pourquoi une expertise? Si le bien n'est pas un bien d'un particulier, essentiellement, il y aura peu d'expertise si c'est un bien en construction. Mais si c'est un bien d'un particulier, la banque veut s'assurer que la valeur d'acquisition est équivalente à la valeur vénale du bien, c'est-à-dire à la valeur du marché. Imaginons qu'effectivement le client en question souhaite faire l'acquisition d'un bien de 5 millions de shekels. Après expertise, pour une raison X ou Y, l'expert va l'évaluer pour un montant de 4 500 000 shekels. Ça signifie que s'il avait obtenu un financement de 50% auparavant par la banque financera 2 750 000 shekels. 2 250 000 shekels. 2 250 000 shekels au lieu de 2 500 000 shekels. Ok, d'accord. Ok, c'est important de préciser que la banque financera toujours le montant le plus bas en fonction ou de l'acquisition ou de l'expertise. Alors, c'est la raison pour laquelle il est important toujours de procéder à l'acquisition après avoir réalisé une expertise du bien. D'accord, mais alors, jusqu'à combien la banque peut prêter à une famille, un couple, des gens qui commencent à s'installer, qui vont commencer à travailler, etc. Et quelle est la proportion de remboursement sur une parnassa d'une famille, par exemple? Alors, au niveau du coefficient d'endettement, ça va s'adapter quel que soit votre profil, si vous êtes israélien ou pas, c'est 40%. C'est-à-dire que la banque acceptera que la mensualité atteigne jusqu'à 40% des revenus du foyer. Du foyer, si c'est un couple, bien évidemment. Ok, un exemple, un couple, oui. Chacun gagne, je dis au hasard, 10 000, 12 000 shekels. Donc 10 000 euros. Non, je parle en shekels. 10 000 euros, en shekels? Oui. Alors, peu importe, shekels, quelle que soit la devise. Si c'est 10 000 euros ou 10 000 shekels, c'est-à-dire que la mensualité ne pourra excéder les 4 000 shekels. Ok, d'accord. 40% de la parnassa, d'accord, ok. Voilà. Ensuite, ce que vous avez également en termes de ce qu'on appelle LTV, Loan to Value, le pourcentage de financement, vous avez la possibilité, donc vous avez 3 profils différents. Si vous êtes résident étranger, vous êtes limité à 50% de financement. Ça, c'est pour les touristes, disons. Ça, c'est pour les touristes. Okay, si vous êtes israélien, donc vous avez fait votre alia, vous êtes ce qu'on appelle un primo-accédant. C'est-à-dire que vous n'avez jamais réalisé d'acquisition en Israël. Je dis bien, si vous avez acheté un bien et revendu ce bien, vous êtes considéré comme primo-accédant. C'est-à-dire que vous n'avez plus de bien en votre possession aujourd'hui, au moment où, effectivement, vous entamez les démarches pour un financement. Attends, ça veut dire que... Là, vous avez le droit... Ça veut dire que la banque ne prête à des avantages, à des taux d'intérêt, que si c'est le premier ou le seul appartement. C'est ça? Absolument. C'est-à-dire que la banque vous mettra à disposition, l'Israélien primo-accédant est éligible à un financement allant jusqu'à 75% de la valeur d'acquisition. Ok. Mais ce qui déterminera également ces 75%, c'est également, ça laisse entendre, en partant de l'hypothèse ou du principe, que vous êtes également suffisamment solvable. Si on atteint, avec les 75% de financement, on dépasse les 40% d'endettement, vous ne serez pas éligible aux 75% de financement. Ok. Mais alors, en gros, ça veut dire que sur un appartement, un appartement moi je veux pas dire 5 millions, 4 millions, ce qui équivaut à peu près 1 million d'euros, la banque, en gros, je dois sortir de ma poche 25%, c'est ça, en gros. 25%, ce sera l'apport personnel. D'accord. Maintenant, à prendre en considération également, vous avez des frais annexes. Voilà. Je vais m'étendre un peu plus tard, je m'étendrai sur les frais annexes. Okay. Il y a un troisième profil qui est de plus en plus courant ces derniers temps, que je rencontre, et on est de plus en plus amené à constituer ce type de montage. C'est pour des gens qui réalisent des acquisitions par le biais de sociétés israéliennes. Je donne un exemple. Mon client a une société en France qui dispose d'une certaine trésorerie de disponible sur ses comptes. Il souhaite également étendre ses investissements, les investissements de sa société, et de ce fait, il souhaite également investir dans un appartement ou un bureau en Israël. Et partant de ce postulat, effectivement, vous aurez la possibilité de créer une société en Israël. Une SCI, détenue, oui, l'équivalent d'une SCI, qui sera détenue en partie
ou totalement par la société française. La société française a fait ce qu'on appelle un apport en compte courant à la société israélienne, et la société israélienne réalise l'acquisition et sera également éligible à un financement allant jusqu'à 70%. Ok. Maintenant, qu'est-ce qu'il en Maintenant, est? il est important de préciser pour ce type de montage qu'il n'est pas nécessaire d'être israélien. Vous pouvez être résident étranger, détenteur d'une société en France qui veut investir à l'étranger. On crée une société sœur en Israël et cette société sœur réalise l'activité. Ok, alors qu'est-ce qu'il en est maintenant des... Moi, je voudrais un peu me concentrer surtout sur une famille classique qui n'a pas une société en France, qui fait son allié, qui veut s'intégrer. Qu'est-ce qu'il en est des frais parallèles, puisque vous m'avez parlé tout à l'heure des frais en dehors de l'achat du bien? Il y a des frais annexes. Vous avez ce qu'on appelle la taxe d'enregistrement. Ok, en tant que résident israélien, donc Olé Hadash, primo-accédant, vous avez le droit à une exemption, grosso modo, en abattement jusqu'à un montant de 1 900 000 shekels. C'est-à-dire que si vous faites effectivement l'acquisition d'un bien de 5 millions de shekels, vous ne serez pas assujetti à un paiement de la fiscalité jusqu'à un montant d'1 900 000. Vous commencerez à payer la fiscalité à 1 901 000 shekels. Et elle est de combien cette fiscalité? Cette fiscalité, elle est de 8% en temps normal, oui. Mais lorsque vous êtes résident étranger, au-delà de ce barème, au-delà d'1 900 000 shekels, oui. Vous commencez aux alentours de 3,5%, et ensuite tout dépendra du montant d'acquisition. Si vous faites l'acquisition d'un bien d'une valeur de 5 millions de shekels, vous serez aux alentours, je pense, aux alentours des 4%, 3,5-4% de taxe d'enregistrement, au lieu de 8%. Et plus vous montez effectivement dans les montants d'acquisition, et plus, bien entendu, le barème augmentera. Et ça, c'est ce qu'on appelle la masse rechicha, c'est ça? Taxe d'acquisition? Non, oui, ça c'est masse rechicha, c'est la taxe d'acquisition. D'accord. Et à la taxe d'acquisition vient s'ajouter d'autres frais, qui sont les frais d'avocat. Vous avez des frais d'avocat. En général, les avocats prennent entre 0,5 et 1% hors taxe, donc c'est à prendre en considération. Vous avez également les frais d'agent mobilier qui sont en général de 2% hors taxe du montant de la transaction. Et ensuite, vous avez des frais annexes comme les courtiers, vous avez également des frais bancaires au niveau du dossier. Les frais bancaires, bon, c'est dérisoire, mais c'est comme ça dans toutes les banques parce que ça a été régi par la Banque centrale d'Israël. Les frais de dossier sont de 360 shekels pour chaque emprunteur. Voilà. Ok. Alors maintenant, parce qu'il nous reste pas beaucoup de temps, j'aurais deux petites questions qu'on m'a posées ici, et j'aurais voulu avoir l'avis d'un expert. On me parle quelqu'un qui a un bien en France et qui veut pas le vendre, mais qui veut s'en servir comme garantie, prêt hypothécaire, appelez ça comme vous voulez. Est-ce que c'est possible pour hypothéquer un bien qu'il pourrait acheter en Israël? Alors, il est possible, effectivement, on réalise ce type de montage. Vous avez la possibilité, si toutefois, effectivement, la garantie, donc le bien en France, est libre de toute hypothèque ou peut hypothéquer. On a une possibilité, effectivement, d'hypothéquer ce bien, de recevoir donc un financement moyennant cette hypothèque et d'envoyer ce financement où vous le souhaitez également. Vous pouvez utiliser cet argent pour simplement faire l'acquisition d'un bien en Israël. J'ai des clients qui ont fait ça pour Ibiza, aux États-Unis, où vous souhaitez. Alors, regarde, ce que je comprends, c'est que le prêt sur le bien qu'il aurait en France, le prêt se fait en France, c'est ça? Oui, le prêt se ferait donc en France. En France, on ne travaille pas uniquement avec la France, on travaille avec toutes les banques, avec beaucoup de banques en Europe. Oui, d'accord. Donc c'est la France, c'est Monaco, c'est la Suisse, c'est Luxembourg, c'est Belgique, c'est pas mal de banques. D'accord, mais ça voudrait dire que le prêt, en fin de compte, c'est un prêt pour avoir une résidence secondaire, quelque chose comme ça? Oui, c'est un prêt, c'est un crédit immobilier, puisque la banque connaît bien entendu toutes les étapes et la finalité de ce financement, à quoi est voué ce financement, et la banque ensuite, moyennant la nature et la valeur du bien qu'on mettra à disposition, ou elle l'acceptera, ou elle refusera. D'accord. Ok, alors maintenant, voilà, il ne nous reste pas beaucoup de temps. J'ai aussi une question qu'on m'a posée, sans doute quelqu'un qui a de la famille en Israël et qui m'a parlé d'un projet qui s'appelle le prêt inversé, quelque chose comme ça. Est-ce que ça vous dit quelque chose? C'est Mashkenta, oui, Mashkenta Foucha. Mashkenta Foucha est destiné pour les gens d'un certain âge, donc en général, qui sont à la retraite et qui nécessitent un complément de retraite. Donc ce qui se passe simplement, c'est que le propriétaire de son bien, étant donné qu'il souhaite un complément de retraite, met son apport à disposition de la banque et dit à la banque, vous me versez maintenant ou un montant en une seule fois auquel je pourrais disposer, ou simplement vous me versez tous les mois
des rentes, une sorte de rente. Ça- Moyennant ceci, vous prenez en hypothèque mon bien, Oui. et les héritiers, ensuite, eux, ou rembourseront effectivement ce crédit par le biais de la vente du bien, ou simplement, la banque, je sais pas, peut faire une mainmise et le revendre à elle seule. Oui, mais alors donc c'est pas un prêt pour acheter un appartement. C'est un prêt c'est un genre de Non. viager alors. Oui, c'est une sorte de viager. C'est un prêt qui est voué simplement à aider. À la base, c'était pour aider simplement les retraités qui ont besoin d'un complément de retraite pour pouvoir effectivement vivre dignement. Voilà. Ok, donc ça veut dire que une personne qui est à l'âge de la retraite, il hypothèque son bien en Israël, il reçoit une rente ou une partie tous les mois, et il va, je sais pas, je dis au hasard, il va jusqu'à 120 ans, il va toucher au hasard 1 million de shekels, et après ce 1 million de shekels, quand ses enfants vont vendre l'appartement, ou bien ils vendent l'appartement ou ils remboursent le prêt, c'est quelque chose comme ça? Non, là c'est le viager. Non, là c'est le viager. La banque mettra à disposition un montant qui sera prédéfini, qui sera connu également de l'emprunteur. Imaginons 500 000 shekels. 500 000 shekels, le client pourra demander de recevoir une partie de ces 500 000 shekels qui sera étalée sur X temps. Ok, mais comment il est... Ou de recevoir l'intégralité. Ok, alors, mais qui rembourse ce prêt? C'est les enfants? Alors le prêt sera remboursé une fois effectivement que vous aurez vendu le bien, vous devrez rembourser le crédit avec les intérêts. Ah, c'est une genre de garantie, quoi. C'est pas mal, ça. Ok, d'accord. Eh ben, écoutez, Arnaud, c'est très intéressant ce que vous dites. Là, simplement, nous arrivons au bout de l'émission. Je voulais vous remercier. Simplement, je voudrais dire aussi à mes auditeurs que j'espère que bientôt vous allez venir dans le sud de la France et on pourra faire une réunion à grand public pour répondre à toutes les questions qui sont des questions vraiment d'intégration et qui intéressent tous nos auditeurs de la radio juive de Marseille. Merci Arnaud, à très bientôt. Et une dernière question, et si les gens veulent contacter, comment on peut faire si quelqu'un est personnellement intéressé d'avoir des renseignements? Alors, je suis joignable sur mon téléphone, j'ai un téléphone français si vous souhaitez me contacter, Je note. 06 50 15 25 61. Oui. 75 25 61 sur un numéro de téléphone israélien, le 972 52 630 52 25. Ok, écoutez, alors on a bien noté, maintenant c'est évident que si les gens sont intéressés, ils peuvent nous contacter par la radio et on transmettra toutes ces informations. Merci beaucoup Arnaud et à très bientôt. Merci infiniment. Au revoir. Et au Les revoir. trottes. And even if you say goodbye, you'll never go away. You are the rainbow in my sky, my colors in the gray, my only wish upon a star, sunshine in the day, the only song that my piano ever plays. And even if you say goodbye, you'll always be around to lift me up and take me high, keep my feet close to the ground. Are you proud of me tonight? Dreams are coming true. I choose the light, nothing to lose if I lose you. New day will rise, life will go on. Everyone cries, don't cry alone. Darkness will fade, all the pain will go by, but we will stay, even if you say goodbye. Et même si tu dis adieu, tu ne partiras jamais. Mon ciel dans mon ciel bleu, mes couleurs dans le cri, on se souhaite sous un ciel tard, un rayon de ma journée, la seule chanson que mon piano peut jouer. New day will rise, life will go on. Everyone cries, don't cry alone. Darkness will fade, all the pain will go by, but we will stay, even if you say. New day will rise,
a new day will rise. New day